En IMSA, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas te Non. construire une avance. Mais t'aurais de toute façon passe final complètement fou à chaque fois parce que Bien là, que ce sûr. soit Daytona, à Sebring, à Watkins Glen, enfin dans toutes les courses IMSA, en fait, t'as l'impression que ça se joue à la seconde et tant mieux pour nous parce que on s'égosille en tant que commentateur. Mais, euh, mais c'est vrai que je te rejoins sur ce côté un peu artificiel. Et cette année, je trouve qu'ils ont beaucoup été critiqués sur leur gestion du safety car et tout, parce que ça prend soi-disant trop de temps. En IMSA, on est d'accord qu'il y a l'interruption, on doit faire le class split, on doit s'arrêter au stand par catégorie, on doit remettre les voitures, machin, etc. Ah bah on en a pour 20-25 minutes hein, à chaque fois, hein. Euh, Comme tu dis, ils ont eu des problèmes en début d'épreuve. Et donc lui, en fait, il a dit, il avait sa famille, sa femme, ses enfants, et puis des potes à lui qui étaient là à Sebring. Il a dit à tout le monde de rentrer à Orlando, parce que de toute façon, ils allaient Mais rien non, faire, quoi. Donc à mi-course, il a dit à tous ses potes de rentrer. ah je l'avais pas. Je reste, bah, je reste, hein, de toute façon on est là, mais rentrer, ça sert à rien que vous soyez là, et du coup il gagne, quoi. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de mon fidèle acolyte Geoffroy Bar, rédacteur en chef d'Endurance Mag. Bonjour Geoffroy. Salut Anthony et bonjour à tous. Septième numéro, oui déjà, ça y est, j'ai calculé, j'ai compté, tout est à jour, le boulier a été mis en place. On reste aux États-Unis en plus parce qu'on a fait une preview des 12 heures de Sebring. Et bien maintenant, on en fait le bilan, évidemment, c'est logique. Et on s'est régalé, franchement, dans cette 72e édition. On va vous donner des chiffres, des infos insolites. On va vous expliquer, en tout cas, on va essayer d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce qu'il s'en est passé un peu partout, Geoffroy, dans cette course. Ouais, c'est une classique des 12 heures de Sebring, j'ai envie de dire. C'était une édition qui est fidèle à la réputation de l'épreuve. Comme on l'avait évoqué dans notre preview, effectivement, tu l'as dit la semaine dernière, c'est une course qui est souvent animée, où il y a souvent de l'action, on va pas se mentir aussi, dans les dernières minutes. Et là, on a eu Oui, voilà, la bonne édition classique, avec une issue qui est inédite, puisque c'est la première victoire. On va pas, on spoil rien du tout, la course a eu lieu, c'est la première victoire d'Acura, donc ouais, c'est de la nouveauté, c'est un constructeur qui fait son apparition, même si il y a déjà une voiture avec un bloc Honda qui avait gagné, c'était la Ligier il y a quelques années, mais c'est la première victoire officielle du constructeur à Sebring. Et puis voilà, de l'animation dans toutes les catégories. À la fois, et on va avoir le temps de s'y intéresser, des confirmations de Daytona, c'est-à-dire des équipes qui déjà avaient brillé à Daytona, qui continuent, sont dans le prolongement. À l'inverse, des équipes qui ont eu le droit à une espèce de vengeance et un petit peu une part du gâteau après Daytona où c'était difficile. Donc voilà, on a un peu toutes les histoires à raconter sur cette édition, quoi. ouais, c'est vraiment pas mal. En plus, Sakura qui s'impose, donc constructeur, on va dire, voilà, japonais, comme Mazda en 2020, qui avait réussi à s'imposer sur cette piste. Donc finalement, ça a été vraiment un bel affrontement. Et puis comme tu le disais, bon, bah, c'est une course à l'américaine. On sait que les scénarios sont toujours de folie parce qu'il y a ces phases de safety car qui regroupent tout. On peut finalement revenir dans le tour, on peut faire plein de choses. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, hein, justement, alors à la fois dans le tour, mais aussi sur ce qui s'est passé avec une certaine Lamborghini. Mais ça a été ouais, vraiment... bah, pour moi, un plaisir de le commenter, évidemment, sur Automoto la chaîne, mais ça a été aussi un plaisir à suivre, hein, je pense, parce que vraiment tout le monde était tenu en haleine jusqu'au bout, comme souvent en fait. Hein, moi, je me souviens d'une arrivée, je sais plus en quelle année, 2008, je crois, avec Melo qui était à la lutte, c'était en GT, jusque dans les derniers instants, ça s'est joué à rien du tout. Voilà, ça c'est Sebring. Ouais, avec la Corvette de Magnussen, c'est ça. Bah, il y a des années où de toute façon ils se battaient à chaque fois avec les Porsche, les Corvettes, que ce soit à Laguna Seca, Sebring. En tout cas, ouais, ce qui est marrant, c'est que, alors, normalement, si vous nous écoutez, si vous suivez ce podcast, vous êtes quand même déjà un petit peu initié à l'endurance et un peu connaisseur, parce que j'avoue qu'on n'a pas forcément une approche grand public et on va dans les détails. Mais si vous êtes un amateur et un appréciateur récent des courses d'endurance, ce qu'on peut voir déjà dans ce début de saison, nous on a l'habitude, mais c'est un classique, mais c'est qu'il y a vraiment deux salles, deux ambiances entre les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring. Moi j'adore Daytona par plein d'aspects. Course qui dure du coup 2 fois plus longtemps, Oui, avec une période de nuit très longue, il y a des longueurs dans Daytona, mais c'est ça aussi qui fait le charme de cette épreuve. Le circuit avec le banking qui a vraiment son caractère. Là, Sebring, c'est 12 heures, mais c'est vraiment un sprint. Et encore plus parce que l'IMSA, et je sais que tu as l'info, hache la course avec des périodes de neutralisation, ce qui permet de remettre tout le monde dans le paquet. En fait, on a, sur la ligne d'arrivée, on a pas mal de voitures qui sont dans le lead lap, dans le tour du leader. En fait, finalement, les 8 premiers sont dans le même tour, ce qui est totalement artificiel. Sur une manche de WEC, on a bien vu, par exemple,
la Lamborghini n'était pas dans le tour des vainqueurs. Donc voilà, c'est une course à l'américaine qui est entre Sebring et Daytona, c'est ça que c'était mon point. C'est quand même deux courses très différentes et j'adore les deux, quoi. Ouais, mais alors, c'est ce qu'on disait dans notre présentation de Sebring, et c'est vraiment une philosophie très différente, en fait, l'IMSA Oui. par rapport au WEC. Ah ouais, bien Comme sûr. tu dis, c'est assez artificiel parce qu'en fait, il y a du spectacle jusqu'au bout. Alors oui, évidemment, mais c'est limite, j'ai entendu, je sais plus qui l'a dit aux commentaires, bon, on était que 4 de toute façon, donc c'est pas moi qui l'ai dit, donc ils étaient 3 après. Mais en tout cas, c'est finalement bah, 11h30, on va dire, d'attente. Et puis il faut Mm. être là la dernière demi-heure, quoi. En gros. Ouais, c'est un peu ce qu'on dit sur Daytona aussi. Il faut être dans le tour du leader pour la dernière heure. Après, Sebring, ce qui est enfin, l'approche de Sebring, et on en a parlé dans la preview, c'est que c'est un circuit très cassant et c'est un circuit sur lequel le trafic a un rôle encore Oui, plus important qu'à Daytona, puisque Daytona, la piste est très large. Euh, le infield est une partie assez serrée et qui demande de bien zigzaguer au milieu des GT quand tu es en prototype, mais finalement, tu as beaucoup de dégagement et beaucoup d'endroits où tu peux passer. À Sebring, c'est vraiment un truc beaucoup plus dur. Et là, on l'a vu, on va rentrer dans le vif du sujet, je pense. La, la- une des voitures sur laquelle on misait. Toi, je sais que tu voyais Acura, tu l'as dit dans le podcast la semaine dernière, il faut pas oublier Acura, bien vu. Moi, ah, j'avoue, je penchais un peu plus sur Porsche et aussi Cadillac, et la 31 était clairement ma favorite. Bah, là, tu vois, incident dans le trafic, une mauvaise gestion de la part de Pipo Derani. Et ça, c'est typiquement du Sebring aussi, quoi. Il y a les pilotes qui vont dans la précipitation. Ça fait penser un peu au Petit Le Mans, je sais pas si t'es d'accord, mais c'est le vrai. Petit Le Mans aussi a ce côté très difficile sur la gestion, quoi. Et pourtant, Derani, c'est un mec qui est habitué, mais voilà, c'est sur un fait de course que la Cadillac est sortie, quoi. Oui, bien sûr, et qui était largement en tête. Elle était en train de créer Mm. les écarts, justement, cette 31 qui partait depuis la pole position. Donc, Sebring, oui, c'est le fait que ce soit une piste assez étroite, finalement, aussi, Et qui Bosley. offre et bosselée, qui offre ces images-là parfois un petit peu compliquées. Alors, en termes de chiffres, parce qu'on vous le promet dans l'Endurance Club, évidemment, si vous voulez faire partie du club, il faut aimer les chiffres, hein. Louis Delettra remporte ses premiers 12 heures de Sebring. Donc, avec Acura, on l'a dit, qui l'emporte. Jordan Taylor, deuxième victoire au général avec un deuxième constructeur parce qu'il avait gagné avec Cadillac et avec l'équipe de son papa. Mhm. 35e victoire en IMSA pour lui. Colton Herta remporte sa première victoire à Sebring. Son père s'était imposé en LMP2 et tiens-toi bien, c'était en 2007 avec l'équipe de Michael Andretti et avec une Acura. Pas mal, non? Ok, joli, ok, ok. Et Wayne Taylor qui remporte sa troisième victoire. Alors non, il n'était pas au volant. Deuxième en tant que propriétaire, une fois avec Cadillac, une fois avec Acura. Et puis, une autre fois, il avait gagné en 96 en tant que pilote avec Eric Van de Poel et avec Jim Pace. Ça ne nous rajeunit pas, c'était avec une Riley Scott. Ok, ok, bah écoute, pas mal. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que, donc, comme on l'a dit, c'est la première victoire d'Acura à Sebring. Donc, Cadillac manque le coche d'ajouter une victoire de plus et de faire mieux que Nissan, puisqu'il y a Nissan qui a 5 victoires aussi là-bas, faut pas l'oublier. Donc, Oui, voilà, Cadillac loupe le coche. Porsche qui ne s'impose pas, c'est le constructeur qui est recordman là-bas, hein. Comme au Mans, là, ils ont 18 victoires à Sebring. Donc, pareil, Porsche qui n'en ajoute pas une. Et BMW qui, bon, bah voilà, compte alors deux BMW, succès pour l'instant. on y Ils sont reviendra. lointains. Voilà, ils sont lointains les succès. Et bon, ça aurait pu le faire. Ils ont été en tête de l'épreuve à un moment. Maxime Mais Martin oui, était en tête. Mais voilà, ça s'est pas concrétisé, quoi. non, 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 complètement. Pied de Alors bon, je te podium, du propose coup. quand même de revenir justement plus en détail, on va dire, allez, avec cette fin de course formidable. Je pense quand même qu'il faut qu'on y revienne. Alors, formidable pour les spectateurs, pas forcément pour certains des acteurs, et notamment Seb Bourdet, qui a Ouais. qualifié ce final de mode bowling, un petit peu trop en mode bowling, parce que il a senti un peu trop de contact. En même temps, c'est vrai que c'est ça aussi, Sebring, c'est ça la course. Ça lui avait souri en 2021 où il avait résisté à la Mazda. Là, en 2024, eh bien, en fait, il n'avait pas de pneus neufs par rapport à Louis Delettra, qui est un racer lui aussi et qui avait mis des pneus neufs pour le dernier relais. Et bah, il a fallu être opportuniste. Il n'y avait pas 36 possibilités, hein. On l'a bien vu, Sébastien était vraiment très très bien en termes de défense. Il se mettait mi-piste, etc. Et donc, à la fameuse épingle qu'on a évoquée dans la preview, dans l'épisode de la semaine dernière dans notre podcast, eh bien, cette épingle, elle a encore joué son rôle. Et Louis Delettra s'est engagé dans un trou de souris. Et c'était le moment où il fallait. À, je crois, 8 minutes de la fin, il a pris la tête et il l'a plus jamais lâché. Ouais, même pas. C'est vrai que c'est souvent cette épingle qui est le juge de paix et qui permet bah, voilà, de donner le verdict des 12 heures de Sebring. On peut le regretter, mais en tout cas, après, en ce qui concerne le pilotage, comme tu l'as dit,
Sébastien Bourdet, effectivement, de son point de vue, et on voit, parce qu'on a les images avec la vue du dessus, la vue d'hélicoptère, c'est vrai que c'est impressionnant les nombres de contacts qu'il peut y avoir entre les voitures. C'était fou. C'était D'ailleurs, rugueux. je fais une petite parenthèse, mais heureusement que c'était Louis Delettra et Seb Bourdet dans les voitures, hein, parce que Ah sinon ouais. ça se terminait mal, hein, je pense. Non mais carrément, ça a été très bien emmené et c'était une belle bataille. Effectivement, comme tu le dis, on voit bien la défense mi-piste, on voit Deletraz qui se jette. Bah, c'est son rôle, hein, il est là pour gagner aussi. Et Derani avait fait ça il y a quelques années aussi. Donc voilà. Derani, justement, lui, s'est plaint que Bourdet, en début de course, quand il lui a fait l'intérieur au premier virage, Oh, c'était beau. c'était un peu trop. Ouais, mais alors Derani a dit que c'était trop rugueux, que c'était inutile, machin. Ah bon? Tu sais, Bon, ouais. attends, Bourdet, Ah, il mais. a. Alors, quand même, pour Oh expliquer, dans là, le premier ça y est, virage. tu vas Mais défendre. Je non, sais que tu mais. vas défendre. Non, mais tu vois, Bah, ce évidemment que que je je veux vais dire, défendre attends. Sébastien. Ce que je veux dire, mon point, c'est que tu sais, les pilotes, surtout quand là, avec le final, Sébastien Bourdet est fini deuxième, évidemment qu'il est pas content de cette situation. Après, c'est un pilote que tu connais un peu, moi aussi, euh, qui là va se plaindre des contacts, machin, mais il sait très bien que ça a été faire. Comme tu le dis, en face, c'est Louis Delettra, c'est pas n'importe quel pilote. Ça a été plutôt une belle bataille. Il n'y a pas eu de finale, tu vois. Je trouve pas, ça ressemble pas, par exemple, à une arrivée à Daytona il y a quelques années, avec Non. du Albuquerque contre Taylor, où c'est même plus sportif et c'est du contact ponton contre ponton. Là, effectivement, c'est un peu accroché, mais moi, je trouve, en tout cas, que la victoire ne souffre d'aucune contestation, quoi. Non, 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 mais on est d'accord, de toute façon, c'est pareil, hein, Seb l'a déclaré comme ça, parce qu'évidemment qu'il est pris bah, au micro juste après Bien sa sûr. sortie de voiture. Voilà, évidemment que les esprits sont chauds, il vient de perdre les 12 heures de Sebring, il y avait une Ah oui, possibilité ah de oui. s'imposer une troisième fois, normal. Mais je trouve vraiment, au vu, encore une fois, de la largeur de la piste, au vu de l'intensité dans cette course, La et au vu nuit, surtout de la nuit, effectivement, eh bien, voilà, il y a eu quelques petits contacts. Alors oui, c'est vrai que sur le côté de la Cadillac, bon voilà, il y avait quelques petits dégâts, mais bon, il fallait passer. Elles sont quand même assez larges ces GTP. Donc non, franchement, ça a été vraiment bien orchestré de la part des deux. Et puis, bah, encore une fois, on le dit, hein, il y a des explications aussi. Seb Bourdet s'est battu avec ses armes. Il n'avait pas les pneus neufs. Ils étaient en train de se replacer justement pour avoir la bonne track position. C'est ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont eu des problèmes électriques pendant toute la course. Ils ont vraiment été loin à un moment donné, hein, cette Cadillac. Hein, faut pas l'oublier. Et donc, bah, forcément, on essaye de tenter des choses pour se replacer. Voilà, ça fait partie du jeu. Il était premier. Il a essayé de garder la première place en pariant aussi sur cette fameuse largeur de piste étant étroite, en se disant bon. Bah, voilà, Sébastien va tenir, il va faire comme en 2021 et, et ça va le faire. Et ben, il est tombé sur un Louis Delettra qui est vraiment un racer, hein, parce que lui en ELMS on le connaît en WEC, en IMSA ils vont commencer à le connaître, hein, je pense, parce que déjà sur la sur la 10 c'était bien, mais alors là sur la 40 c'est, je pense, hein, honnêtement, le fer de lance de cette voiture, c'est pas avec Taylor et Herta qui aurait eu un tel final. non, mais c'est clair, j'avais eu l'occasion d'échanger avec lui avant que les GTP n'arrivent, et clairement, c'était son ambition d'être dans cette catégorie. Il se montrait, comme tu l'as dit, en ELMS, avec des relais toujours solides, et avec de la régularité, et avec de la rapidité. Et il a Et avec de la effectivement. gestion, attends, et avec de la gestion des pneus et de Ouais, l'essence. Ça, c'est important. Et Bourdet est aussi un client là-dessus. Donc les deux, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a deux générations, mais que c'est un peu les mêmes profils. Je les aime bien tous les deux. c'est ce que j'allais te dire. Sébastien Bourdet, il a ce. Enfin, il est connu pour ça, pour pouvoir, au Mans à l'époque, faire un tour de plus que les autres, justement grâce à la consommation et la bonne gestion et la bonne intelligence de piste et de course. Et Louis Delettra, il est à mon avis de cette trempe aussi. Donc voilà, belle bataille. Euh, Derrière, on a quand même un podium avec trois constructeurs, c'est sympa. Et Oui, même du ça, c'est coup, pas mal. quatrième constructeur qui est la quatrième place BM. Donc troisième Porsche, ça casse la série de trois victoires Porsche depuis le début de la saison. Deux victoires? C'est vrai, il Deux n'y a pas, victoires. il y a pas de Je voulais en mettre une 19e. troisième. Non, mais ça casse la série de la victoire au Qatar en WEC et de Daytona. Du coup, voilà, on n'a pas une mainmise de Porsche sur le début de saison, quoi. Ça a commencé mal quand même, hein, même si on le dit à chaque fois en termes numériques, ils sont toujours plus, hein, les Oui. Porsche, parce que bah voilà, il y a eu ce choix d'ouvrir aux équipes privées. Donc là, en l'occurrence, l'équipe Proton et la voiture du JDC Miller Motorsport. Ça commençait un peu mal pour la 6, notamment avec le pauvre Mathieu Jaminet là, qui fait une toute petite erreur dans le premier virage. Il est compliqué ce premier virage, et il y en a plein d'ailleurs pendant la course, hein, qui se sont fait piéger. Il met une petite roue à l'extérieur, du coup, bah, le fait qu'il passe juste derrière le vibreur, ça fait qu'il
tombe d'une marche en fait, tout Mhm, simplement, le mhm. fond platouche, et là il y a le coup de raquette qui l'envoie dans le mur. C'était un peu compliqué à digérer, je pense, et ça prouve quand même que, selon les pistes, hein, évidemment, ces GTP, elles sont un peu parfois difficiles à maîtriser quand même. Ouais, et puis alors, pour focaliser sur Porsche, j'ai trouvé que c'était un peu plus brouillon que d'habitude, ou alors c'est parce qu'on le voyait un peu plus, je ne sais pas, mais il y a eu pas mal de touchettes en piste. Je parle à la fois des Porsche officiels et puis des équipes privées, hein. Ah oui, Mais il y a eu de la touchette en piste. Il y a eu aussi en début de course l'obligation de faire un power cycle. Alors, il faudra qu'on nous explique un jour le détail technique de ce que c'est, mais vraiment reset, réinitialiser la voiture, relancer tout ce qui est électronique embarquée, puisqu'en fait, les GTP comme les hypercars ont besoin de communiquer en permanence avec la direction de course. ça Tout c'est un tas quand même dingue. d'informations sur la Je consommation m'arrête, d'énergie hybride, etc. Et là, en fait, je ça a m'arrête. merdé. Donc voilà. Ouais. Non, je Donc, m'arrête là-dessus en disant, c'est quand même dingue. Franchement, on a des voitures à X millions d'euros ou de dollars, et ça fait un peu comme son ordinateur, quoi. Faut faire un redémarrer pour que pour que tout fonctionne. C'est quand même assez dingue, hein. ouais, mais alors, tu vois, une info que j'ai eue cette semaine, et j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus tard, pour l'instant je le garde pour moi, mais euh, on m'a expliqué que l'acquisition de données, et notamment, en fait, l'un des principaux problèmes des hypercars et des GTP, c'est qu'elles doivent, comme je le disais, en permanence, envoyer de la data aux officiels pour qu'ils contrôlent l'utilisation que tu fais de l'hybride. Parce qu'en fait, ils te donnent, c'est le fameux sujet de la BOP, ils te donnent une quantité d'énergie que tu peux utiliser et une répartition entre la puissance électrique et la puissance thermique. Je simplifie, mais voilà, c'est ça l'idée. Et du coup, Ouais, ouais. en permanence, la voiture doit envoyer les infos pour vérifier que tu es bien dans les règles et que tu fais pas une surconsommation d'hybride, que tu profites pas d'un surplus de puissance. Si c'est le cas, tu as un avertissement. C'est très détaillé dans le règlement du WEC comme de l'IMSA. Si c'est le cas, tu as un avertissement. Et après, tu peux avoir une pénalité, passage par les stands, drive-through, 200 secondes, enfin, Eh ben, la totale. Et ben, en fait, on en parle. le problème, c'est que les boss entraînent des problèmes de données, si tu veux, il peut y avoir un pic de consommation qui est peut-être faux, mais en tout cas, voilà, les transpondeurs et toute l'électronique embarquée merde avec les boss. C'est arrivé pour une équipe, et j'en parlerai plus tard dans un autre podcast, mais je connais une équipe pour laquelle ils ont eu ce problème-là à gérer au Qatar, alors que la piste est un vrai billard, tu vois. Donc tu imagines à Ah. Sebring, ouais, ouais. Donc tu imagines à Sebring la complication. Et chez Porsche, ils ont eu toute la saison dernière pour fiabiliser ça, mais finalement, tu vois, Mais il y a non, toujours mais des attends, problèmes. mais ils ont eu le problème à Daytona, c'est pour ça Bien que je voulais sûr. rebondir sur ce que tu disais. Alors oui, ok, c'est en prenant le vibreur, machin, etc., parce que c'était à 19h12. Ok, peut-être. En tout cas, ils ont eu un souci à ce niveau-là. Et ben, il y a une des voitures Porsche privées, je me souviens plus si c'est la Proton ou la JDC, qui a eu ce pic d'énergie justement et qui a été pénalisée encore. Et ça n'arrive qu'à Porsche, ça n'arrive pas aux autres constructeurs. C'est quand même dingue. Donc voilà, il y a des solutions à trouver. Je vous avoue que ça m'échappe. Si c'est des solutions logicielles, électroniques, c'est des Ouais. solutions mécaniques, de suspendre des éléments. Enfin voilà, je sais pas trop. Je vais essayer de creuser le sujet parce que on voit que c'est un élément très important et qui peut. Tu vas mettre les mains dans le cambouis alors. Bah, je sais pas s'il y a du cambouis, tu vois, là-dessus. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est un élément qui peut pénaliser. En fait, c'est ça aussi que j'aime bien dans les courses d'endurance. Bon, tous les sports mécaniques, toi, t'es aussi un client des sports mécaniques, mais tu vois, on a ce côté, la Cadillac qui file vers la victoire, et c'est une erreur humaine, c'est Derani qui, selon moi, juge mal, parce qu'il a dit qu'il pensait que la Ferrari allait tenir la ligne à droite, et que, bon, bref, pour moi, c'est une erreur de Derani. Donc, t'as ce côté-là, et puis t'as aussi le côté, bah voilà, la machine, le côté ou mécanique ou là en l'occurrence électronique, et qui fait que Porsche par exemple, à qui on promet les 24 heures du Mans cette année, on se dit que c'est les favoris de la saison qui vont marcher sur les épreuves. Moi, je Bah vois tu bien vois là, Cadillac, hein, je le ils répète, aux sont rappelés 24 heures par du la. Mans. Ouais. Tu dis quoi? Moi, je vois bien Cadillac aux 24 heures du Mans, hein, je le répète, hein. Ah, j'aimerais tellement, j'aimerais tellement. Mais en tout cas, voilà, il y a cet élément qui peut bloquer une voiture, la pousser en tout cas à rentrer au stand, alors que c'est un petit composant et que c'est. Enfin voilà, tu vois, j'aime bien ça. Les problèmes peuvent venir d'un faisceau très important de causes, de raisons, tu vois. Oui. Alors après, il y en a certains qui se débrouillent très bien avec des problèmes à l'ancienne, hein. Dans la 10, là encore de la malchance, hein, pour la Cura. Après Daytona, où ils ont abandonné justement sur coupure électrique, là c'est une Mhm. fuite d'huile. Mais Ouais. on était on le voyait, c'était criant. Il y avait de la fumée blanche qui se sortait de l'arrière de la voiture. Il y avait de l'huile partout. Louis Delettra, à un moment, ne voyait plus rien. Il avait son pare-brise immaculé. Ah bah l'IMSA, tout va bien.
il n'y a pas de problème, on n'arrête pas la voiture, on met de l'huile partout. Je n'ai pas compris ce moment-là. Tu vois, quand on parle de neutralisation et que les Américains veulent relancer le spectacle, pendant je ne sais pas combien de minutes on a vu l'Acura fumer, il n'y a pas eu de safety car. Là, c'est là où on aurait pu se dire qu'il y aurait pu peut-être avoir un virtual safety car ou justement quelque chose qui aurait pu permettre au commissaire de mettre un petit peu d'absorbant. Ils n'en ont pas eu besoin et on n'a pas arrêté la course. Donc moi, j'étais très content pour des raisons de spectacle évidentes parce que le drapeau vert était toujours agité. Mais je trouve un petit peu limite, tu vois, ce côté-là où en fait, pour un petit débris, parfois on va t'arrêter la course et tuer finalement un peu ce qui se passe en piste. Et quand on a une fuite d'huile pendant des minutes entières, on n'arrête rien du tout. Alors ça, je sais pas, je voulais avoir aussi ton avis là-dessus, tu vois, sur ce côté drapeau jaune, virtual safety car, etc. Est-ce qu'il y a un truc un petit peu à faire évoluer finalement un peu dans ce que fait le WEC, hein, et très bien d'ailleurs, où on a plusieurs outils à sa disposition et pour la direction de course. Là, on va dire qu'aux États-Unis, c'est safety car, soit procédure courte, soit longue, mais en tout cas, il y a vraiment que ces deux possibilités-là, quoi. Moi, mon avis là-dessus, c'est que, tu vois, je vais essayer de faire court, hein, parce que là, je Ah, pourrais, je pourrais faire 2 heures. Non, mais mon avis, c'est que moi, je suis amoureux de la course aux États-Unis parce que il y a des circuits justement comme Sebring, comme le Petit Le Mans, comme Daytona, où t'as pas 300 km de gravier, où tu mets une roue dehors, effectivement, t'as de la terre, c'est impressionnant, c'est vraiment très sympa. Par contre, je trouve que les Américains ont un côté un peu trop archaïque sur les règles de course. Et comme moi, je pense que le principal problème, c'est que l'IMSA n'a pas adopté la VSC, hmm. la procédure de Virtual Safety Car. Ou C'est-à-dire des que, slow zones. ou de slow zone, exactement. C'est-à-dire que tu n'as finalement pas grand intérêt à mener la course en IMSA. Tu n'en as même quasiment aucun. À mener l'épreuve pendant les 11 heures, les 11 premières heures à Sebring. Quel est ton intérêt d'être en tête de la course? Tu vas au pire, on va dire, c'est un petit facteur, mais peut-être consommer un peu plus que si tu étais, par exemple, dans la roue d'une autre voiture. Euh, S'il y a un incident en piste, tu peux pas forcément anticiper un arrêt au stand ou une réparation parce que c'est toi qui ouvres, donc les Oui. autres peuvent te couvrir ou faire leur stratégie alors que toi tu es devant. Et puis Et dans surtout, le trafic? et puis surtout, pardon, tu peux pas te construire une avance. Comme on le disait, Derani, avant de sortir, il avait 12 secondes d'avance. Si tu étais dans une course de WEC, il allait progressivement se construire, en théorie. C'était ce qui était prévu. Il allait en tout cas construire progressivement son avance jusqu'à grappiller 25, 30, 40 secondes et peut-être avoir un arrêt au stand gratuit. Et ça, c'est la course. Et en fait, en IMSA, tu peux pas, puisque dès qu'il y a un problème, comme tu dis, il y a un bout d'aileron ou un machin, ils vont mettre un full coursiello, ils vont tout neutraliser. Là où il suffirait de mettre une slow zone, ce qui n'empêcherait pas la notion d'endurance et qui pourrait permettre à la voiture qui est devant de se construire progressivement un matelas de sécurité. Tu vois, en IMSA, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas te Non. construire une avance. Mais t'aurais de toute façon pas ce final complètement fou à chaque fois parce que Bien là, que ce sûr. soit Daytona, à Sebring, à Watkins Glen, enfin dans toutes les courses IMSA, en fait, t'as l'impression que ça se joue à la seconde et tant mieux pour nous parce que on s'égosille en tant que commentateur. Mais c'est vrai que je te rejoins sur ce côté un peu artificiel. Je C'est t'avoue pas que pour me déplaire dans le sens où on a le WEC. Si on n'avait pas le WEC et qu'on est que l'IMSA, je commencerais à être un peu frustré quand même. moi, je t'avoue que j'ai abandonné l'idée d'apprendre quel est le finish le plus serré en IMSA parce que finalement, non mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'à chaque édition de Daytona, ils vont essayer de faire le finish le plus serré et à Sebring pareil. Au Mans, tu vois, il y a vraiment ce côté légendaire, c'est-à-dire que quand tu as des arrivées, parce qu'il y a eu des arrivées qui étaient moins légendaires, on va pas se mentir. Quand il y avait des Porsche qui gagnaient avec 10 tours d'avance, oui, effectivement, ça fait moins rêver que quand il y a l'Audi qui gagne devant la Peugeot avec 13 secondes d'écart, tu vois. Mais Ouais, mais on s'en souvient, hein. Tu vois, la fameuse édition de 1969 avec le nombre de mètres justement d'écart entre voilà. le vainqueur et le deuxième, ben voilà, ça marque. Quelques décennies après, on en parle encore. Là, tu vois, à Sebring, c'est marrant. Donc là, l'écart sur la ligne, il est vraiment très faible, hein. Il est de 8 dixièmes entre Louis Delettra et Sébastien Bourdet. Mais comme tu le dis, c'est un écart, enfin, ou je l'ai dit, je sais plus, je veux pas t'incriminer ou moi par rapport à l'IMSA, mais tu vois, c'est un écart qui est, on le sait, totalement artificiel, il y a eu combien de périodes de neutralisation et combien de temps Alors, sous jaune? il y en a eu 12 neutralisations et Ouais, finalement 3h16 sous drapeau jaune. Alors voilà. ça paraît beaucoup comme ça en brut, mais je trouve que c'est pas énorme au vu de ce scénario général dans les courses C'est d'IMSA. vrai. 3h16, 8h44 sous drapeau vert C'est finalement. vrai. C'est juste que, comme on le disait, quand il y a du jaune, c'est jaune partout. Tandis qu'au Mans, Ah oui, maintenant, il y a cette intelligence qui est d'avoir mis en place les slow zones. Tu sais, au Mans, ils ont fait en 2 fois,
Ils ont pris le principe du code 60 qui existait avant dans les courses en 24 heures series chez Creventic, là, donc le fait de ralentir la vitesse. Et puis après, ils ont découpé le circuit en slow zone. Ça, c'est très intelligent. On le voit, ça casse pas Ouais. la mécanique de la course, quoi. Et cette année, je trouve qu'ils ont beaucoup été critiqués sur leur gestion du safety car et tout, parce que ça prend soi-disant trop de temps. En IMSA, on est d'accord qu'il y a l'interruption, on doit faire le class split, on doit s'arrêter au stand par catégorie, on doit remettre les voitures, machin, etc. Ah bah on en a pour 20-25 minutes hein, à chaque fois, hein. Après, ça permet, je vais faire un peu de cliché, un peu de généralité, mais ça permet aussi aux bons pères de famille qui regardent Sebring, dont je fais partie. Ce week-end, je t'avoue, j'ai pas regardé toute la course, hein, mais ça fait partie pour le Ça me bon père de blesse. famille de regarder sa course. Et puis, bon, il y a une petite neutralisation, d'aller chercher un truc à grignoter ou d'aller, sortir 10 minutes, enfin, d'aller promener le chien. C'est Ouais, vraiment, ouais. il y a cette logique de course à l'américaine. C'est pas un cliché, c'est une réalité, hein. Ils découpent les épreuves comme ça. En WEC, s'il n'y a pas d'événement sur la piste qui mérite une neutralisation, un truc grave, bah, on laisse parler le sport. Et donc, oui, c'est peut-être moins facile à regarder. Une course de 10 heures au Qatar, il y a moins de rebondissements qu'une course de 12 heures à Sebring. Mais en tout cas, sur le plan sportif, je fais une petite transition. Bah, la Lamborghini, elle finit loin, alors que là, elle est dans le tour des vainqueurs, quoi. Bon, alors certes, ils ont progressé sans doute, hein, entre le Qatar et Sebring, mais permets-moi Bah, de douter quand surtout, même de ce bond en avant, quoi. non, mais alors attends, elle a tenu. Moi, je voulais justement parler de Lamborghini. Tu vois, Ah tu me là, fais bah, la très bien, très transition bien. parce que cette Lamborghini, finalement, on le sait, hein, si on est efficace à Sebring et qu'on peut tenir le rythme, bah, c'est gagner sur les autres pistes. En termes de Mhm. fiabilité, franchement, La bravo à fiabilité, là. Lamborghini et aux La équipes fiabilité, Ligier. là. Oui, oui, C'était parfait. Et Romain Grosjean a oui. longtemps résisté au leader de la course, qui était alors je crois Felipe Nasser sur la Porsche. Il est resté dans le tour du leader. Il se battait, il attendait ce fameux drapeau jaune qui n'arrivait pas, ce drapeau jaune. Romain Grosjean a fait un travail de fou avec des chronos tout à fait dans les temps des Porsche, Cadillac et Acura. Donc voilà, là-dessus, c'était pas la phase de course la plus rapide, j'en conviens, parce qu'on était aux alentours des 1,50, 1,51 Mhm, en termes de temps autour, alors qu'on mhm. peut aller en 1,47, 1,48. Mais en tout cas, il a tenu assez longtemps avec le trafic, etc., pour montrer que Lamborghini, finalement, avait aussi sa place en IMSA et face à tous les constructeurs présents. Après, toutes choses étant égales par ailleurs, les pilotes ne sont pas derrière le volant au même moment et avec les mêmes conditions de course, mais Romain Grosjean repart de Sebring en étant le plus rapide du trio chez Lamborghini. Oui, Quand on regarde les datas communiquées par The B-Pillar qui regroupe tous les tours et qui fait des moyennes pour avoir un peu le rythme, plutôt que la performance pure, mais plutôt le rythme des pilotes, bah, on voit que Romain Grosjean, certes, ne fait pas partie des plus rapides de toutes les preuves, mais en tout cas, il est le plus rapide de son équipage, donc comparé à Matteo Cheroli et à Andrea Caldarelli, pardon. Et voilà, il est dans le rythme, tu vois, d'un Dan Cameron ou d'un Jordan Taylor, par exemple, ou d'un Julien Handlauer. Donc, c'est toujours très compliqué de comparer, puisqu'ils n'étaient pas en piste au même moment, avec la même c'est vrai. voiture, avec les mêmes. Mais, en tout cas, ce qui est bien aussi pour l'ego, on va pas se mentir, quand on est pilote, hein, c'est d'être le meneur du trio. Ça sera peut-être pas le cas à chaque épreuve, mais en tout cas, Romain Grosjean, sa transition vers le GTP, j'aime beaucoup. Ça commence très bien, je trouve. Ouais, je suis d'accord, complètement. Il a été solide et c'est plutôt pas mal. Et en termes de pilote, parce que c'est justement là où je voulais aller t'emmener, parce que on parle des constructeurs, des voitures, etc., de l'efficacité, il y a quand même des individus qui arrivent à s'en sortir. Et je pense à BMW qui en fait est pas si mal en termes de rythme, pas Oui. si mal quand on a un pilote comme Maxime Martin, quand on a voilà des pilotes qui sont solides et rapides. Je pense à également De Filippi quand il va pas faire sa petite erreur. Mais c'est vrai que quand on a d'autres pilotes que je nommerai pas dans les BMW, on les retrouve dans les profondeurs du classement. Ça, c'est aussi quelque chose peut-être qui traduit une difficulté d'adaptation à la voiture. Est-ce que ça peut pas être ça? Peut-être que cette BMW, elle est pas si simple que ça à prendre en main finalement. J'ai l'impression qu'elle n'est pas si simple, effectivement. Après, Maxime Martin, là, tu parles de la crème de la crème chez BM. Ah ouais. C'est un pilote qui est passé pro avec le soutien de BM. Moi, je me souviens à l'époque, chez Marc VDS notamment, au Nürburgring, il faisait des miracles, quoi. Ouais, à Spa Maxime aussi. Martin, c'est un gars vraiment très très rapide quand tu lui mets une voiture dans les mains. Euh, c'est vrai qu'il y a peut-être moins comment on appelle ça? Cette consistency, tu vois, Cette constance, ouais. ouais, cette homogénéité, c'est plutôt ça que je cherchais dans les équipages.
tu veux pas donner de nom, mais effectivement, Augusto Farfus, c'est quand même moins rapide chez BMW qu'à une époque, Bah, que ça pouvait c'est un l'être. pilote plus de tourisme, hein, mine de rien, que pilote proto, donc c'est sûr que c'est un peu moins facile, C'est le je pilote à trouve en qui... tout cas. Ouais, et puis c'est le pilote à qui tu donnes... comment dire, il y a une fidélité, tu sais qu'il y a un volant, tu vois, chez Aston Martin, quand ils vont arriver l'année prochaine, est-ce que Darren Turner va être dans l'aventure? Je sais pas, mais bon, tu vois, il y a un côté Darren Turner, il est rapide, hein. Mais, Hmm. mais tu vois ce que je veux dire, il y a aussi un peu une notion de fidélité. Moi, Euh, j'aurais bien vu un Bruno Spengler, par exemple, dans la BM on est proto. d'accord, on est d'accord. Voilà. Donc voilà, je trouve Je ne sais pas que pourquoi il y est pas. ça manque un petit peu, et puisque tu parles d'individualité, alors je sais pas si tu veux, toi, l'évoquer ou si tu me laisses la main, mais l'homme le plus rapide sur la durée d'un relais, si on prend la moyenne des meilleurs tours, c'est Pipo Derani, quoi. Ah oui. Euh, le gars, Alors, voilà, il a fait le son problème, c'est erreur, que mais c'est c'était lui le plus rapide, quoi. Dr Jekyll, Mr Hyde, Pipo Derani. Ouais, C'est-à-dire qu'il va être super rapide, il va nous faire des chronos de malade. D'ailleurs, quand il y a des pôles à faire, c'est lui qui les fait, hein. On lui laisse les clés, hein, chez Cadillac et chez Action Express Racing. Donc il est exceptionnel là-dessus. Il a 4 victoires à Sebring, donc ça, c'est pas un hasard évidemment là-dessus. Mais je dirais que voilà, Pipo Derani, bah, c'est un peu tout feu tout flamme. Et là, il l'a un peu prouvé. Alors qu'il n'y avait pas besoin, tu l'as dit, il y avait 12 secondes d'avance. Je veux dire, il a 12 secondes parce qu'il attaque. Ok, je suis d'accord. Maintenant, le dépassement des retardataires à Sebring, on sait qu'il faut se méfier. Il restait combien? Il restait 5 heures de course, je crois, un c'est truc comme ça. ça. Ouais, ouais. 5 heures et demie. Bon, est-ce que tu prends ces risques-là dans le trafic? Alors oui, c'est une petite erreur, mais c'est dommage parce que tout son bon travail a été un peu annihilé là-dessus parce que le meilleur tour en course, il est pas loin de l'avoir et surtout sur un relais complet, c'est vraiment l'homme fort, Pipo Derani. Il y en a peu qui sont capables de faire ça. L'année dernière, il avait déjà eu un contact avec une P2 qui faisait un tête à queue devant lui, donc il n'était pas fautif, mais il avait déjà eu un contact qui avait endommagé le fond plat. Et Ouais. tu sais, c'est un gars qui est euh, instinctif, tu vois, un peu sanguin. C'est C'est vrai. aussi pour ça qu'il est très très fort derrière un volant. Mais tu vois, je fais un parallèle, peut-être qu'il est maladroit, mais sur Twitter, il y a quelques jours, quelques semaines plutôt, lorsque Isota Fraschini a annoncé, tu me voyais pas venir là-dessus, hein. Lorsque Non, Isota je t'avoue. Fraschini a annoncé ses équipages avec des pilotes qui, clairement, on va pas se mentir, sont pas les pilotes les plus attendus, tu sais, avec un équipage un peu jeune, Ils etc. prennent de l'expérience. Voilà. Il a été le premier à critiquer en disant que c'était n'importe quoi, que c'est une connerie d'avoir cette approche. Que vraiment, c'est. Parce que chez Isota Fraschini, ils ont expliqué qu'ils n'allaient pas mettre des pilotes Platinum ou Gold pour des questions de moyens et aussi. Voilà, ils expliquent leur approche, qu'on peut trouver bonne ou mauvaise. Voilà, ça, C'est pas bête, hein? on peut chacun donner notre opinion, il n'y a pas de problème. Et Pipo Derani, plutôt que de donner une opinion. Enfin, il a donné une opinion, mais de manière très tranchée, si tu veux, en disant que c'était n'importe quoi, en se moquant un peu de l'équipe, tu vois. Il est très comme ça, quoi. C'est un Hmm. mec qui. Ah, c'est un racer. C'est ou blanc ou noir, quoi. Ouais, sauf que bah, là, tu vois, ça. Il nous a fait une José Maria à Sebring, Ah quoi. bah là, franchement, j'ai eu l'impression de voir une copie carbone de ce qui avait été, enfin ce qui s'est passé en 2022 à Sebring pendant le Super Sebring justement. C'était en WEC avec Toyota. José Maria Lopez qui a percuté une voiture Porsche qui était justement retardataire. Et ben c'est au même endroit exactement que Pipo Derani. Ça s'est mieux terminé sur le premier contact pour Lopez avant qu'il reparte comme une furie et avec un élément de la voiture qui a ensuite lâché. Mais c'est vrai que cet endroit-là, finalement, il paraît anodin quand on est en caméra embarquée. Et en fait, c'est pas si facile que ça. Et pourtant, là, dans le cas de Pipo Derani, sur la Ferrari, c'était pas un pilote amateur. Je veux dire, à un moment, Miguel c'est quand Molina. même Miguel Molina qui a de l'expérience et qui a pas fait une erreur de fou. Après, on n'a pas le bon point de vue. On n'est pas en caméra embarquée, on n'a pas de caméra de face ni de caméra hélicoptère. Donc, c'est très difficile de voir. Mais on a l'impression, en effet, que Pipo Derani referme la trajectoire trop tôt en pensant qu'il avait dépassé la Ferrari. Et alors là, il se fait catapulter dans le mur. C'est pas souvent que j'ai vu cette image. Alors si, Lopez a eu Mm. le même résultat, mais là, c'était chaud, chaud, chaud. On aurait pu avoir une Alan McNish, hein. En fait, c'est un endroit où les pilotes, tu sais, ils ont. Quand tu fais du pilotage, quand tu fais de la course, c'est un peu enfin, c'est pas l'inverse total de ce que nous on fait, mais en tout cas, là, ils ont le regard qui est projeté très loin. Et donc, Derani, on peut imaginer qu'il a déjà les yeux au niveau du prochain Bien virage, sûr. qui finalement n'est pas dans son champ de vision tout droit, mais qui est légèrement à droite. Donc, lui, il se projette déjà là, et je pense que voilà, il juge mal le dépassement, c'est tout, quoi. Ouais, mais ça s'est Il joué pense à il quelques pense qu'il a centimètres, hein. déjà, ouais voilà, il pense qu'il est déjà passé. Bah manque de bol, non. Donc lui il touche son arrière droit et donc l'avant gauche de la Ferrari.
et Et le ça l'envoie problème, direct dans le mur, quoi. c'est que ça l'a pas envoyé vraiment en tête à queue. Non, Ça l'a envoyé quasi directement, pas tout droit, parce que heureusement, il prend trois quarts, ce qui envoie la voiture en tonneau sur les hmm, pneumatiques. Franchement, j'ai pas vu ça souvent, hein, honnêtement. non. J'ai eu vraiment peur. Heureusement, tout de suite, il a bougé et on a bien vu qu'il n'y avait pas de problème. Mais c'est assez dingue. Le châssis Dallara a fait son boulot aussi. Ouais, Enfin, la complètement. dissipation de l'énergie dans les pneus, les bons vieux pneumatiques à l'ancienne. Ah ouais. Euh, ouais, non mais Ah là, voilà, il n'y a pas de c'est. Tech Pro, il n'y a Non. pas de Safer, il n'y a rien, hein. Là, c'était des pneumatiques même pas attachés les uns dans les autres. D'ailleurs, j'ai eu peur pour les spectateurs. Non, mais Ouais. franchement, on en rigole heureusement. Il n'y a rien eu. Mais imagine un pneumatique de la barrière de pneus, hein, je parle, qui, qui s'envole et qui vient taper un camper ou comment on Mhm, dit, mhm. un camping-car. Non, mais c'est fou. Est-ce que tu veux qu'on transite vers la catégorie LMP2? Mais bien évidemment, tout à fait. J'allais parler du Florida 36 heures qui a été remporté par ERA Motorsport. Bah oui, attends, 24 heures de Daytona, victoire, 12 heures de Sebring, victoire. Connor Zilic, encore une fois, dans cette voiture, le tout jeune pilote, il est incroyable. Deux courses en IMSA, deux victoires, il n'a que 17 ans. Moi, je pense vraiment que ça va être un phénomène, hein, ce Connor Zilic, et il a été en mesure vraiment de faire de très très belles choses. Finalement, bah, grâce aussi au scénario qui s'est produit, ils ont eu de la réussite, faut bien le dire, parce qu'ils ont crevé à un moment donné quand une GTP, je crois, est venue au contact et a lâché des débris. Ils se sont arrêtés en dehors de la séquence. Et en fait, eh bien, il y a eu un drapeau jaune qui fait qu'ils ont été remis dans le match. Donc il y a de la réussite, mais il y a vraiment du talent pour Connor Zilic et Ryan Dehill, accompagné par Dwight Merriman, où il y a un petit peu moins de talent, mais il y a un petit peu plus d'argent. Alors, c'est très bien résumé. Non, mais j'allais te lancer un peu plus sur Connor Zilic. Je t'avoue que je le connais pas en détail, donc si tu veux Mais nous non, en mais je dire l'ai plus. découvert aussi. Ah voilà, bah écoute, je vois effectivement qu'il est très rapide. Petite anecdote, je sais pas si tu l'as, mais euh, Ryan Delisle, du coup, pilote qui est dans le circus endurance depuis pas mal d'années, qu'on connaît, Oui, oui. ancien de la LMS, etc., etc. Comme il a, ce que je veux dire par là, je pose le décor, mais c'est un pilote qui il connaît la course. Ah bah oui. Quand ça commence à mal partir, bon, il sent quand le vent tourne et qu'ils vont rien faire. Comme tu dis, ils ont eu des problèmes en début d'épreuve. Et donc lui, en fait, il avait sa famille, sa femme, ses enfants, et puis des potes à lui qui étaient là à Sebring. Il a dit à tout le monde de rentrer à Orlando parce que de toute façon, ils allaient Mais rien non. faire, quoi. Donc à mi-course, il a dit à tous ses potes de rentrer. Ah, je l'avais pas. Je reste, bah, je reste, hein, de toute façon on est là, mais rentrer, ça sert à rien que vous soyez là. Et du coup, il gagne, quoi. Voilà. C'est énorme. Et Voilà. 12 ans après sa dernière victoire en LMP2, parce qu'il avait déjà gagné à Sebring, il avait terminé troisième du général dans l'édition 2012 de Sebring. Donc bah, bravo à Rendelil. Franchement, c'était une sacrée C'est performance. Mais encore une fois, comme tu le dis, bien aidé aussi par l'effet de course, la stratégie. Ça fait partie du jeu aussi. Et de cette fameuse règle de l'IMSA avec ces drapeaux jaunes qui remettent finalement un peu tout le monde artificiellement. Tant mieux pour eux, ça a bien fonctionné. Mais dommage pour TDS Racing, la seule équipe française engagée qui aurait pu gagner cette catégorie LMP2. Franchement, ils étaient à un chouïa d'y arriver avec un bel équipage, hein, Michael Jensen, Hunter McElroy, et puis aux côtés évidemment de Steven Thomas qui est le pilote gentleman de l'équipe. Mais bravo à l'équipe de Xavier Combet et Jacques Morello. Franchement, j'y ai cru jusqu'au bout, hein, à cette victoire. Alors, effectivement, c'est vrai que c'est dommage, ça passe pas loin. Par contre, il y a quand même aussi une petite réussite française, on va dire, puisqu'on a la Ligier qui était l'emblème des 24 heures de Daytona en janvier, parce qu'elle était toujours à l'envers, qui là finit quatrième. Alors, bon, c'est un Ah, c'est peu. fort. Ah non, C'est fort. franchement, je Non, trouvais que c'était très très bien, hein, de la part de après, cette tu sais, équipe Suncreech. mais ouais, mais on en revient à ces fameuses séquences de drapeaux jaunes qui s'enchaînent, où ils n'étaient pas forcément à cette place-là. Les voitures devant, avec les périodes de drapeaux jaunes, se sont retrouvées dans l'obligation de faire un splash and dash parce qu'ils n'avaient pas assez de carburant pour finir. Enfin bref, c'est le jeu, c'est 12 heures de Sebring, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, le seul châssis non Oreca, en l'occurrence un châssis Ligier, qui a été Ouais. engagé pour cette course, finit quatrième. C'est plutôt pas mal, encourageant, et Et je j'ai dois bon dire, espoir qu'avec la future catégorie LMP2, on ait plus de variété, quoi. Tu vois, ça me fait du bien de voir ça aussi.
Bah, j'espère aussi, et je dois dire quand même que cette Ligier, bah, mine de rien, comme elle n'est pas beaucoup exploitée, bah, c'est difficile aussi de la faire évoluer, de bien la faire régler, etc. Donc, Sean Creech Motorsport, on s'est pas moqué de la voiture en elle-même la Non, fois ah non. dernière, mais c'était plutôt le pilote, le pauvre Lance Wilsey, qui est perdu complet Ouais. avec cette proto. Par contre, Johnny Edgar, qui est un ancien pilote de Formule 3, par exemple, ancien pilote Red Bull, et avec Joao Barbosa, bah, ils ont fait de très très belles choses, et sur un rythme de course et sur un relais, bah voilà, ça a été solide. Donc, bah, au pied du podium, ça aurait été beau de voir cette Ligier sur la troisième marche, mais voilà, après c'est comme ça. C'est vrai que devant, voilà, on l'a dit, hein, l'équipe ERA Motorsport a été remise dans la fenêtre au bon moment. Et donc Connor Zilic, bah, le pilote qui est soutenu par Trackhouse et qui est potentiellement bah, un pilote NASCAR, eh bien, se montre. Et là, je me dis, il va y avoir match, hein. Est-ce qu'il va aller plutôt dans la filière NASCAR ou est-ce qu'il va plutôt aller dans la filière endurance? Moi, j'aimerais bien le voir, Connor Zilic, au 24 heures du Mans notamment. Ça me fait un peu penser à Josh Pearson, hein, ce profil de pilote là très jeune Mhm. qui se fait tout de suite remarquer. Maintenant, voilà, faut pas que ce soit un feu de paille. Il semble être un pilote de pointe. Il a été quand même, hein, quatrième sur son rythme, sur le B-Pilar, justement, t'en parlais. Quatrième pilote en termes de rythme de course. Le meilleur temps, 1,51,4, dans le même chrono que Mikkel Jensen et que Hunter McElrace sur la TDS Racing Oreca. Donc, franchement, il fait des meilleurs temps que Paul Louchatin, Tom Dillman, Paul Di Resta, Ben Hanley, Ryan Delille. C'est pas mal, non? J'allais exactement enchaîner là-dessus, donc tu vois, tu m'as devancé. Effectivement, quand tu es au milieu de ces noms-là, c'est plutôt pas mal. Un petit mot, puisque je brossais aussi devant moi ce classement du B-Pilar. Un petit mot, tu peux nous en parler sur la voiture de l'équipe Richard Mille avec Lilou Wadou? Oui, tout à fait. Alors, bah, un manque de réussite, hein. Franchement, Lilou, elle y est pour pas grand-chose dans Ouais. ce qui s'est passé. La voiture a abandonné. En fait, Justement, parce qu'en comme fait, à je dis son ça parce habitude, que je dis ça parce qu'elle est justement en haut des classements en termes de rythme. oui, Donc voilà, tout à fait. Et pourtant, elle n'a pas roulé beaucoup, hein, ouais. malheureusement pour elle, hein. Ça a été compliqué avec une voiture en plus qui a été reconstruite. Après, Luis Pérez Compense qui nous a fait eh ben, une Luis Pérez Compense, en fait. Euh, Il Est-ce a que fait ce ce qu'on serait pas la pense. nationalité argentine? Je sais pas, il a fait ce qu'on pense de lui. Il avait déjà poutré un châssis Ferrari au départ de Oui, Sebring l'année dernière en WEC, avec voilà. Oh, Lilou il en a Wadou fait qui d'autres était aussi à engagé aussi. Sebring. Ah oui, il en a fait plein. Ouais, Non, ouais. mais c'est souvent lui qui met les caisses dehors, donc bon. Après, c'est lui qui paye, donc pourquoi pas, hein. Non, mais c'est frustrant, c'est sûr que c'est frustrant parce Ah que ouais. il est parti en fait à la faute. On se moque gentiment de lui. En fait, c'est pas le seul à être parti à la faute à cet endroit. C'était le premier virage. C'est là où Mhm. Mathieu Jaminet est sorti. C'est là où même, je crois, Connor Zilic, hein, a failli se faire emmener dans le mur. Heureusement pour lui, ça va dans le bon sens. Il tourne à gauche, à droite, bam, 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 hop, et il se retrouve dans le bon sens de la marche. Maintenant, voilà, c'est un endroit qui est compliqué. On parlait de cette bosse et de cette marche derrière le vibreur. Et ben Pérez compense. Le problème, c'est qu'il y est allé et il s'est mis dans le mur assez violemment. Il a pu repartir. Ils ont réparé la voiture, mais bon, c'était pas suffisamment bien solide, j'allais dire, une fois que le crash a été fait. Et donc la pauvre Lilou Wadou a dû s'arrêter et n'a pas pu montrer ce qu'elle pouvait. Les femmes, globalement, tiens d'ailleurs, ça me fait la transition, n'ont Voilà, pas c'est pour été ça. en réussite, hein, Je voulais vraiment. t'emmener justement sur cette transition pour les pilotes féminines. L'équipage Iron Dames qui était engagé du coup en catégorie GT. Pareil, manque de réussite. En fait, pour être précis, la voiture a eu un peu tout. Il y a eu des Oui, contacts, il y a eu des problèmes mécaniques. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont tout cumulé. frein électronique Ouais, et ils étaient très loin de toute façon. Donc, comme voilà, les femmes étaient loin dans le classement, voilà, ils se sont dit allez, on arrête les frais, exactement. on À la va aller mi-course. avec la famille de Ryan Delille, on va partir à Orlando. Non, mais c'est ça, c'est à mi-course. La voiture était à 30 tours derrière. Et bon, à quoi bon, quoi. Donc, ils se sont dit, Ouais. on retire la Lamborghini. Donc, Alors, pas. Voilà. moi, je suis un petit peu partagé C'est là-dessus. rare Je hein, me de dis voir quand même ça que quand c'est même. une bonne Eh expérience. oui, c'est Non, très rare mais de voir ça. c'est bah ouais, c'est dommage de faire abandonner la voiture. Je pense que Mm. Lamborghini en plus a besoin de prendre aussi des données sur cette voiture parce que bah, la catégorie GT3, en l'occurrence nommée GTD aux États-Unis, mais va être très disputée. Je comprends pas trop pourquoi on a fait abandonner, à moins que ça ait été un problème de sécurité. On n'a pas eu l'info, hein, mais peut-être que l'électronique était trop défaillant et que du coup bah, on pouvait pas faire des Mhm. tours qui s'enchaînaient. Mais bon, dommage de ne pas avoir vu plus longtemps cette Parce que Huracan tu sais, GT3 Evo 2. tu peux avoir
comment on appelle ça, des abandons un peu tactical, quoi. Genre en Formule 1, par exemple, tu peux avoir Oui, un bien sûr. abandon si tu veux préserver un organe mécanique, si tu veux pas l'user prématurément, puisque tu es limité. Là, je veux dire, ils vont pas abandonner à mi-course pour économiser des pneus ou la durée de vie d'un moteur, hein. Je veux dire, t'es déjà assez bring, la voiture elle est assez cassée. Bah, Enfin, je sais à pas. tel point d'ailleurs que tu vois, je fais le lien sur les voitures qui justement ont pu repartir après avoir été frappées par des soucis. En LMP2, la voiture de chez AO Racing avec PJ Hayet, Matt Brabham et Paul Louchatin, bon, bah, elle termine à 17 tours, mais au moins elle termine, elle a été renvoyée en piste. Tout comme la Corvette d'ailleurs en GTD Pro, la numéro 4 qui a pas arrêté d'avoir des problèmes, je crois, d'embrayage, me semble-t-il. Voilà, ils vont jusqu'au bout. Voilà, c'est dommage pour cette Lamborghini qui ne verra pas le drapeau à damier, tout comme d'ailleurs la Cura numéro 66, mais alors là c'est une autre raison, on a eu peur, enfin j'ai eu peur en tout cas, pour Catherine Legge, donc c'était un autre équipage 100% féminin, alors cet équipage-là n'a pas trop communiqué là-dessus, le fait que ce soit trois femmes au volant, je sais pas pourquoi il y a une stratégie différente des Iron Dames, mais bon, en tout cas cette voiture elle était bien pilotée par Sheena Monk, Catherine Legge et Tatiana Calderon pour le Gradient Racing, et alors là, bon, comment dire que Fred Mako s'est frayé un passage dans le dernier virage. Il a envoyé la Coura dans le mur, mais à Mach 12. Euh, Ouais, Là, bah voilà, bah, franchement, et il n'y a pas eu de pénalité. Alors bon, il y en a qui ont justement un petit peu, se sont un petit peu moqués en disant ah bah Penske il rachète les championnats, mais il rachète peut-être la direction de course aussi. Et oui, parce qu'il n'y a pas eu de pénalité pour la Porsche numéro 6 pour ce contact. Bon, ça peut arriver aussi sur une bosse. C'est vrai que ce dernier virage il est compliqué. C'est pas la première fois qu'on voit un contact dans ce virage, mais là, Catherine Legge, elle a été vraiment envoyée dans le mur assez violemment. Heureusement, elle va bien, mais donc nos 7 femmes, eh ben aucune sont à l'arrivée. voilà, c'est ça. Donc effectivement, mauvaise édition de ce côté-là. Euh, pour donner les résultats au niveau GT, on a deux choses différentes entre GTD Pro et GTD. On a de la continuité en GTD, avec les mêmes Ah ben voilà, vainqueurs les que 36 Daytona. heures de Voilà. Floride. On Voilà. parlait d'ERA Motorsport et franchement c'est quand même costaud hein, de faire le sweep. On en parlait dans notre preview en disant qu'il y avait 6 châssis dans l'histoire des 12 heures de Sebring qui avaient réussi à faire le doublé. Eh ben, on parlait pas des catégories intermédiaires, mais en MP2 et GTD on pourra les rajouter, hein, ces petits châssis avec la Mercedes Windward qui s'impose et qui a jamais trop été inquiété. Franchement c'est une belle domination. Voilà, et par contre, une vente nouveauté en GTD Pro, où c'est Lexus qui s'impose avec la 14 de l'équipe Vasser-Sullivan, avec X-Force, Ben Barnicot et Kyle Kirkwood. Victoire alors que Daytona avait été quand même un cauchemar pour l'équipe Oui, Vasser-Sullivan. On se souvient qu'il y a eu deux faits importants. Mike Conway, puisque Conway était là pour l'épreuve des 24 heures de temps, ils étaient 4 pilotes sur la voiture. Conway qui était rentré en contact avec une autre voiture dès le début de la course, enfin, les premières heures, je sais même pas si c'est la oui, oui, première, enfin, c'est c'était vrai. vraiment tout début. Et puis la 12 qui, elle, était en tête du GTD, qui a eu un début d'incendie sorti des stands en fin d'épreuve. Donc Daytona, c'était vraiment une épreuve blanche pour eux. Et alors qu'on sait que les Lexus sont plutôt au niveau et que chez Vasser Sullivan, ils bossent bien. Les deux dernières Ah bah saisons, il y a eu, enfin voilà, ils sont excellents, hein, donc voilà. c'est ce que j'allais dire, ils ont dominé la saison l'année Ouais, dernière. ouais. Alors d'ailleurs, ça me faisait la petite transition et le parallèle surtout. Les Lexus en championnat du monde, c'est un peu plus compliqué. Alors c'est bizarre, hein, parce qu'en GTD Pro, alors que c'est bien la même voiture, Mhm. hein, elle domine vraiment les débats avec l'équipe Vasseur Sullivan. Donc là, pour l'équipe de Jérôme Polican, il y a peut-être quelque chose à trouver et je ne sais pas s'il y a des liens entre les États-Unis et l'Europe, mais ça serait peut-être valable de passer un petit coup de fil à Jimmy Vasseur. Hey Jimmy, est-ce que tu n'aurais pas des petites infos pour moi parce que Lexus, tu l'exploites bien. Après, on va pas effectivement se faire des ennemis ici, mais les pilotes engagés en WEC, le niveau des pilotes explique aussi un petit peu les choses, je pense. Et C'est vrai. puis, Ah bah, c'est-à-dire qu'en WEC, il n'y a pas cette distinction GTD Pro, GTD. On a la catégorie LMGT3 où on a forcément un pilote bronze voilà. dans la voiture. C'est le choix qui a été fait. C'est vrai que, tiens, ça d'ailleurs, je voulais te demander là-dessus. Tu trouves ça bien qu'en IMSA, on reste sur ce côté GTD Pro, GTD, ou est-ce qu'on aurait pu, un peu à l'instar justement du WEC, faire une catégorie uniforme, homogène? Parce qu'il n'est pas rare de voir une GTD devant les GTD Pro à l'issue d'une course de 12 heures ou de 24 heures. Écoute, j'ai pas réfléchi à ça, mais Ah, mince. non, mais en fait, là, en 2 secondes, mon idée, c'est que, tu vois, en WEC, on peut se permettre de ne pas avoir de catégorie GT, GT3, GTD, ce que tu veux, pro,
On peut ouvrir ça aux gentlemen, entre guillemets, parce que devant, on a l'hypercar où il y a 19 voitures à la saison, et où du coup, les pilotes professionnels ont des baquets. En IMSA, il y a quand même un nombre d'hypercars qui est plus restreint, et donc si Oui, tu ne fais pas une catégorie GT professionnelle, il y a pas mal de pilotes pro qui vont se retrouver à la rue sans volant. Enfin, d'accord. je pense en tout cas qu'ils peuvent pas se le C'est vrai, permettre. c'est vrai. Si demain on avait une grille avec 20 GTP, clairement la question d'avoir du GTD Pro se poserait quoi. Ça serait un peu Oui, moins puisque ces pertinent. pros seraient justement en Bien GTP. sûr. Ouais, ok, ça se tient, Ouais, ça se tient. ouais, ouais. Bon bah Ah, écoute, c'est voilà. c'est bien, bien vu. Tu vois, j'y avais pas pensé. Bah bravo, je fais bien de te poser des questions comme ça au débeauté. Non mais voilà, en tout cas, ce que Euh, j'aime bien, c'est qu'on a une. Je l'avais senti un petit peu avant. J'avais fait. Je misais sur Pipo Derani, donc j'avais fait un article dédié à Pipo Derani en me disant peut-être qu'il va aller chercher une cinquième victoire. T'as pas été le seul, hein. T'as ouvert Ouais, le bal et la voie, mais t'as pas été le il seul a à été parier la sur Pipo chercher Derani. dans le mur, malheureusement. Et puis sur Lexus, je le sentais aussi parce que l'année dernière, les Lexus étaient déjà à l'aise à Sebring. Et comme tu le dis, il y a une expérience de cette équipe-là. Ils sont habitués à la voiture. Là où, effectivement, en WEC, chez Aka, on découvre la voiture, hein. Donc, bon. Bref, ça sentait bon à Sebring. Après, il fallait encore aller la chercher. Et voilà, on en revient à ce qu'on disait au tout début de l'épisode. Pipo Derani n'a pas réussi à aller la chercher, cette épreuve. Chez Lexus, ils ont été conservateurs. C'est marrant de dire ça parce qu'ils ont quand même été à fond, hein. Mais en tout cas, ils n'ont pas Oui. fait d'erreur et ils n'ont pas subi d'erreur de pilote en prototype qui les double. Et donc voilà, ils ramènent cette victoire qui va faire du bien parce que vraiment, Daytona, c'était une édition à oublier, quoi. Ouais, avec une livrée anniversaire en plus, hein, pour Mobile One, le sponsor officiel de l'épreuve. Donc Mhm. c'était toutes les voitures qui étaient sponsorisées par cette marque étaient un peu dorées. Eh ben, Lexus a réussi à gagner, au contraire de Corvette ou de Cadillac. Alors ce qui est rigolo aussi, avant de conclure et de parler rapidement de la bataille qui a eu lieu dans les derniers instants aussi en GTD Pro entre Porsche et Corvette, c'est qu'en fait, que ce soit en GTP, en GTD Pro ou en GTD, eh ben, on a trois constructeurs à chaque fois différents sur les trois marches du podium. Ça, c'est quelque chose à souligner. Acura, Cadillac, Porsche en GTP. On a Lexus, Ferrari, Lamborghini en GTD Pro et Mercedes, Ferrari, Porsche en GTD. Donc, ce qui veut dire que les balances de performance, on aura l'occasion de revenir et de faire un épisode spécifique à tout ce jargon justement des BOP et des acronymes, mais ça fonctionne finalement. En fait, on est revenu sur un système un peu ancienne génération, j'allais dire, et on voit que c'est plutôt disputé. Euh, 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 Non? Si, 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 Ça te si. laisse Non, mais je pantois. sais pas comment le placer. Je suis d'accord avec toi, avec une petite dose de drapeau jaune quand même. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ah oui, ah bah ça, nos drapeaux jaunes, ils sont là, ça fait Il nous partie de la course. manquerait, il nous manquerait. Et sincèrement, ça D'ailleurs, me manquerait. d'ailleurs, Ouais. ça me fait la transition aussi, c'est bien, on trouve des transitions comme ça. Il n'y a pas eu de drapeau jaune dans les derniers instants, ce qui est très bien, ce qui nous a offert du spectacle jusqu'au bout, alors qu'il y avait une voiture dans le mur. Ça ressemble pas aux Américains quand même. Il y avait Danny Uncadella qui s'est fait pousser par Lorena Heinrich dans le mur, donc cette bataille Corvette-Porsche en GTD Pro pour la place sur le podium. Et on avait le pauvre Danny Uncadella bloqué comme ça sur le bord de route, là, après le troisième virage, je crois, et pas de drapeau jaune, tout va bien, pas de neutralisation. C'était assez incroyable à voir. Daniel Cadella d'ailleurs qui s'est plaint de soucis de climatisation et qui était un peu déshydraté parce que oui, il faisait chaud effectivement ici à Sebring. Bon, ça fait partie aussi du folklore américain, Non, c'est-à-dire mais oui. qu'on met des drapeaux jaunes à tout va et puis bon, quand ça arrange pour le spectacle, allez les gars, non mais c'est pas grave, vous avez bien vu que la voiture était dans le mur. On Allez, peut, tu go. sais, on peut reprocher. Il y a pas mal de gens qui reprochent aux officiels de la FIA et de la CO parfois cette rigueur ou cette surprudence que tu peux avoir à sortir une voiture de sécurité, un drapeau jaune. Alors que toi, tu vois les images de manière brute, tu te dis il n'y a pas grand-chose. Finalement, déjà, on n'est pas à leur place, on n'a pas les Bien sûr. communications, on n'a pas les infos. Et oui, il y a déjà eu, et je pense que ça serait les premiers à le reconnaître, hein, il y a déjà eu par le passé des sorties ou des décisions de course qui n'étaient pas adaptées, qui n'étaient pas bonnes. Mais en tout cas, il y a C'est cette. normal, on est Non. dans le fil Voilà. dans le feu de l'action. Mais en tout cas, il y a quand même cette sécurité en premier lieu qui est hyper importante parce que malheureusement, quand le sport nous rappelle la dure réalité et qu'on a des pilotes ou Mm. blessés ou pire, bah, on pourrait regretter de ne pas prendre une bonne décision. Donc effectivement, là, l'IMSA, je pense qu'à la FIA et du côté de la FIA et de la CO, ils se feraient des cheveux blancs s'ils voyaient les décisions qui sont prises côté américain. Enfin, ils les voient, mais je veux dire, c'est fou, quoi. Et Il y a attends, un il y a manque de autre chose régularité, aussi. je trouve. Ouais, et ben tu vois, ça m'y fait penser parce que je revois une image en tête. Il y a quand même une Ferrari qui n'avait pas de phare, la Oui. 023 du Triarcy. Bon,
Bah là, en WEC, il y a 3 tours pour rentrer au stand et réparer, et ça c'est une certitude. Même d'ailleurs, on l'avait dit hein, dans notre débrief du Qatar, avec le numéro qui n'était pas le bon, ou en tout cas pas bien posé sur la Porsche, il fallait absolument s'arrêter pour réparer. Là, la Ferrari avait ses veilleuses, quoi, je sais pas comment on dit, enfin, les phares ne fonctionnaient pas, et bah c'est bon, elle roulait, oh il y a suffisamment de lumière. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu old school, j'allais dire en IMSA. C'est pas pour nous déplaire tout le temps, Bien sûr. mais sur ces moments-là, je me dis quand même, on passe pas loin des catastrophes, hein. Quand on voit le crash d'Errani et le niveau de sécurité des circuits, je suis pas en train de dire qu'il faut faire des zones asphaltées ultra longues et tout parce que ça dénature les circuits, donc ça non. Mais bon, essayer de trouver peut-être un juste milieu sur des endroits qui sont un peu touchy quand même, tant pour les pilotes que pour les spectateurs, hein. Bah écoute, c'est quel discours. Non mais t'as raison, je suis d'accord avec toi surtout. Tu vois? Et en tout C'est- cas, le Ouais, WEC, pour revenir sur le coup du numéro, on va conclure là-dessus, mais le numéro sur le côté de la Porsche qui effectivement a été enlevé, tu vois, là on voit qu'il y a une espèce d'ouverture un peu dans le jugement des officiels du WEC, puisqu'il n'y a pas eu de pénalité, il n'y a pas eu de rappel. C'est Porsche qui s'est dit, il va falloir qu'on rentre au stand pour le faire, sinon on va se faire taper sur les doigts. Mais il n'y a pas eu un bien sûr. truc, tout de suite une décision, la voiture numéro machin doit rentrer, pénalité, oui, obligé. Enfin, ça s'est fait en bonne intelligence, C'est vrai. pour tout un tas de raisons, hein. Mais c'est parce que la course n'était pas déclarée comme une course de nuit, comme l'est les 24 heures du Mans par défaut, puisque c'est une course qui dure 24 heures. Donc il n'y avait pas l'obligation apparemment d'avoir ce numéro. Enfin, bref, c'est des détails, mais là où il y a quelques années, je pense, peut-être on aurait eu un truc plus rigoureux, là il Oui, y avait une. Sinon, t'enlevais la victoire de Porsche, alors que sportivement sur la piste, ils l'ont décroché, tu vois, ça n'avait pas de sens. Donc là, il y a peut-être. ouais, Mais complètement. enfin voilà, de toute façon, les décisions, on n'est pas à la place des arbitres. Et avant de C'est le plus critiquer dur, les. hein. Tiens, je vais faire une petite morale pour finir l'épisode. Avant de critiquer les décisions des directions de course, faut attention à tous les éléments que eux ont en main et que vous n'avez pas. Et on peut donner des avis, des opinions, il n'y a aucun souci. Mais souvent, il y a des raisons qui expliquent les décisions. Les drapeaux qui durent très longtemps, les neutralisations qui paraissent s'éterniser. Bah oui, mais bon, Il y a des procédures. la Toyota aux 24 heures du Mans l'année dernière, tu vois, quand elle est immobilisée, c'est parce qu'elle a son petit voyant rouge qui est allumé. Ça veut dire qu'elle n'est pas Ouais. safe, que les commissaires peuvent pas intervenir dessus puisqu'elle est potentiellement chargée. Et donc tu peux te prendre un coup de courju plutôt sympa si tu la touches. Donc il y a toute une procédure, il faut faire venir des gens qui ont été formés à ça. C'est long, mais ça a le mérite voilà, d'être plus sécure pour De tout toute le monde, façon, quoi. on le voit hein, dans toutes les décisions, c'est vrai que ce soit pour la prise de décision en termes de sécurité ou la prise de décision après un contact, il y a autant d'avis que de personnes, Bien hein. sûr. De toute façon, à chaque fois, quand tu entends les pilotes, il y a un peu de mauvaise foi aussi. Ah bah non, mais il m'a serré, machin, etc. Tu Bah vois, voilà, oui, ça fait bon, la boucle, d'accord, ça on n'a fait pas la eu les mêmes boucle par images. rapport à ce qu'on disait tout à l'heure entre Sébastien Bourdet, Pipo Derani, Louis Delettra, voilà, tu vois, ça reste un sport mécanique mais avec une part humaine hyper importante. Bah, c'est ce qu'on aime. Ah, Il mais faut bien garder de l'humain, sûr. évidemment. Voilà, on est passionné par l'endurance dans cet endurance club justement. Et si vous faites partie du club, eh bien, venez évidemment écouter tous ces podcasts chaque semaine sur Endurance Mag et sur toutes les bonnes plateformes évidemment. Mais ça, vous le savez déjà. On compte sur vous pour mettre des avis et pour en parler autour de vous. Ça sera sympa. Et puis si vous connaissez des gens de chez Ford, eh ben, on en parlera aussi parce que pour l'instant, on n'a pas vu les Mustangs. Voilà, c'était le mot de la fin pour la catégorie GT des pros. Allez, un petit tacle comme ça pour finir, Geoffroy. On aime bien ça. Bon, c'était sympa en tout cas. Prochain rendez-vous pour l'IMSA, ce sera Long Beach. Et pour nous, c'est la semaine prochaine. On n'a pas encore le sujet, hein, je crois. On se laisse un petit peu de marge. On est d'accord? Exactement, vous pouvez nous suggérer des idées, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on réagisse. Vous pouvez nous envoyer des questions aussi, on est ouvert à ça, exactement. Donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de suivre les pages d'Endurance Mag, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Et puis on lira vos messages et on les prendra en compte. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Et ben voilà, avec grand plaisir. Ben voilà, c'était toujours très sympa. Cette édition des 12 heures de Sebring nous a régalé et on a eu donc une victoire à Koura, la première de l'histoire, et avec Wayne Taylor qui, après avoir fait gagner Cadillac et qui sera peut-être de retour, tiens, je suis en train de teaser, avec Cadillac à l'avenir pour remplacer Chip Ganassi, eh bien, ils ont fait gagner Acura. Bravo Louis Delettra, bravo Colton Herta et Jordan Taylor. C'en est tout pour cet épisode, ce 7e épisode d'Endurance Club. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Geoffroy. Salut à tous! Salut!